accueillir Pierre Mollier et Gilles Pasquier, accompagnés de Jean-Luc Bergonzi. Mesdames, Messieurs, mes chères sœurs, très chers frères, très chers amis, nous sommes heureux de vous accueillir et nous souhaitons la bienvenue dans ce grand temple qui porte le nom d'un de nos illustres frères, Jean Mons, qui fut grand maître de 1980 à 1989 et initiateur du projet de la rue Christine de Pizan. Tout d'abord, permettez-moi, au nom de la Grande Loge nationale française, de vous présenter tous nos meilleurs vœux à l'occasion de cette nouvelle de nouvelles valeurs de fraternité, de paix, d'harmonie, de concorde rejaillissent sur nous tous, ainsi que sur tous nos frères en humanité. Du fond du cœur, nous vous souhaitons plein d'amour, plein de tolérance, plein de sagesse, de force, de beauté, mais aussi et surtout plein de bonheur. Cette année 2019 est marquée pour Français au sein de notre Grande Loge par deux anniversaires. Le premier est celui de l'arrivée en 1979 de frères en provenance de la Loge nationale française qui fondèrent deux respectables loges, les Anciens Devoirs numéro 238 et Saint-Jean-Chrysostome 239. Et en parlant de cette dernière, je salue son premier initié, qui est devenu un vénérable maître ancien, ou plutôt un ancien vénérable maître, notre frère Patrick Paulus, ici présent. Et 2019 marque aussi l'anniversaire d'une juridiction amie, le grand chapitre français suprême Conseil du rite moderne pour la France. En effet, il y a bientôt 30 ans, le 9 février 1999, un protocole d'accord est signé entre notre grande loge et le grand chapitre français, reconnaissant l'autorité du chapitre pour régir les hauts grades du rite français. Je voulais remercier les frères de ce grand chapitre présent ce soir parmi nous. Je voulais bien sûr tout naturellement remercier Jean-François Bardou, assistant grand maître, représentant notre grand maître Jean-Pierre Rollet, qui nous a fait l'honneur et le plaisir de nous accorder un entretien juste avant cette conférence et qui malheureusement, retenu par d'autres obligations, vous prie de bien vouloir l'excuser. Et puisque je parle de remerciements, j'évoquerai les noms de Thierry Zarcone, vénérable maître de la Loge nationale de recherche de Villard de Hautebourg, présent ce soir parmi nous. Remercier un assistant grand maître d'honneur, Dominique Charpentier, qui est venu de Nice pour vous entendre, mon cher Pierre. Et des remerciements aussi qui s'adressent aux organisateurs de cette soirée. J'ai nommé Christophe Bressy, grand maître provincial de la province de Neuilly-Villaud. Tous les frères de la respectable loge L'Épée et la Rose numéro 1116, qui est une loge de travail, une loge d'excellence, même une loge de travail et de recherche au 3e grade du rite français, selon le rituel de 1785, et de son père maître, notre frère Jean-Luc Bergonzi, sans oublier le respectable frère Christian Mahout, ancien grand maître de la province de Lutèce, qui nous a tant aidé à réaliser cette soirée. Il nous faut aussi évoquer les retraites. La loge a reçu de multiples messages concernant des frères, des sœurs que vous connaissez bien, mon cher Pierre. Le premier d'entre eux, notre député grand maître, le frère Jean Guéziguélian, qui représente la franc-maçonnique dans le sud de la France. Mais je voulais surtout évoquer deux anciennes grandes maîtresses de la Grande Loge féminine de France, en la personne de Denise Oberlin et de Catherine Jeannin-Naldé, qui ne peuvent, retenues par d'autres obligations, être là avec nous, et je vous assure qu'elles le regrettent sincèrement.
Sans oublier de citer le frère Pascal Bergeau, grand maître de la Grande Loge traditionnelle et symbolique de l'opéra, qui nous a écrit personnellement pour nous demander d'exprimer ses regrets, mais je sais qu'il est dignement représenté par un frère membre de son grand collège, notre frère Pascal Bergeau. Pascal Beff. On connaît Pascal, se trouve je confonds. Bon. Il est temps maintenant, mon cher Pierre, de vous présenter, même si beaucoup vous connaissent déjà. Alors, vous êtes directeur de la Bibliothèque du Grand Orient en France et conservateur du musée de la franc-maçonnerie. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, vous êtes titulaire d'un diplôme d'études approfondies en sciences religieuses de l'École pratique des hautes études. Vous avez été commissaire de la grande exposition de la Bibliothèque nationale de France en 2016 qui avait pour titre la franc-maçonnerie. Votre domaine de recherche couvre toute l'histoire de la franc-maçonnerie et vous avez travaillé notamment sur les liens avec le pouvoir sous le Premier Empire et la Troisième République. Spécialiste de l'histoire des rites maçonniques, vous vous êtes intéressé aussi aux différents aspects de l'iconographie symbolique et de la phaléristique, qui est l'étude des ordres civils et militaires, décoration de ces médailles. Vous êtes rédacteur en chef de la magnifique revue Renaissance traditionnelle, qui, je ne doute pas, si l'Institut maçonnique de France devait accorder un jour un prix à une revue, eh bien je crois que cette revue serait en bonne place avec, bien évidemment, permettez-moi ce grand chauvinisme, avec nos cahiers Villard de. Vous co-dirigez aussi les chroniques d'histoire maçonnique, vous contribuez à Franc-Maçonnerie Magazine, et vous êtes membre du comité de rédaction de Joaben, la revue du grand chapitre général du Grand Orient de France. Vous êtes aussi le co-organisateur de grands colloques internationaux d'histoire sur la franc-maçonnerie, la World Conference on Fraternalism, qui a lieu tous les 2 ans à la Bibliothèque nationale de France et qui se tiendra cette année du 13 au 15 juin. Enfin, en 2018, vous êtes nommé par le ministre de la Culture au sein du Haut Conseil des musées de France. Vous avez publié une dizaine d'ouvrages autour de la franc-maçonnerie et plus d'une centaine d'articles dans des revues maçonniques, d'histoire maçonnique, culturelle, et même des revues spécialisées telles la revue des musées de France ou la revue. Nous avons retenu principalement, concernant le français, le régulateur des maçons de 1785-1801, la fixation des grades symboliques du rite français, histoire et documents, par en 2004, la chevalerie maçonnique, les hauts grades du rite français, histoire et texte fondateur, le régulateur des chevaliers maçons, paru chez Bertrand en 2017, ouvrage pour lesquels vous avez d'ailleurs reçu le prix de l'Institut maçonnique de France, catégorie Histoire, remis en 7 novembre 2017 lors du 15e salon maçonnique du livre de Paris. Et vous pouvez de dédicacer votre dernier opus, le régulateur du maçon, les grades symboliques du rite français, Histoire et texte fondateur. Sans compter la direction de nombreux ouvrages collectifs, dont le magnifique catalogue de l'exposition sur la franc-maçonnerie de la BNF en 2016. Mais les amateurs éclairés n'hésiteront pas à consulter votre blog qui s'intitule « Rassembler ce qui est du rare », le bloc-notes de Pierre Morin. Il me faut maintenant présenter notre grand témoin, Gilles Pasquier, qui est aussi connu sous son nom de plume, Jules Métis. Alors, Gilles et Jules. Gilles, pour les ouvrages alchimiques. Alors c'est Jules pour les ouvrages alchimiques, et maçonnique aussi, et Gilles pour les deux aussi finalement. Vous êtes désormais retraité, mais avoir votre vie un heureux retraité, qui a longtemps exercé son talent au sein d'associations pour la réinsertion sociale, ce qui fait de vous, sans doute, un frère aigri de justice. Vous êtes aussi un fin connaisseur du rite français que vous pratiquez depuis plus de 40 ans, tant en Belgique qu'en France. Nous vous devons, en termes d'ouvrages en matière alchimique, l'entrée du labyrinthe, en termes maçonniques, la voie du franc-maçon, technique initiatique de la franc-maçonnerie spéculative. Plus récemment, les 3 secrets du franc-maçon, enfin révélés, technique de transformation dans la tradition maçonnique. Et enfin, coécrit avec Laurent Philippe, paru en octobre dernier chez Verdi, Études alchimiques, 4 traités d'alchimie. Et donc aussi sous la direction de Thierry Zarcone, dans la fabrique de la franc-maçonnerie française, Histoire, sociabilité rituelle, 1725-1750, un article, mais vous êtes surtout l'auteur de très nombreux articles dans le cahier Villard de, ce qui vous classe
connaisseur des débuts de l'histoire de la franc-maçonnerie en France. Alors après une conférence d'une quarantaine de minutes, la parole sera donnée à notre témoin, puis elle circulera comme il est d'usage. Ensuite viendra un bloquet, terme spécifique au rite français, où vous aurez tout loisir de poursuivre, si tel est votre désir, la conversation tant avec Pierre Roger qu'avec Gilles Pasteur. Alors, mon cher Pierre, 1717, donc il pense 1721, sont posées à Londres les fondations de la franc-maçonnerie dite spéculative, avec la création de la Grande Loge de Londres de Westminster et les principes qui seront codifiés en 1723 dans les célèbres constitutions d'Anderson. Cette franc-maçonnerie s'établit ensuite en France avec l'allumage des feux de la première loge en 1725. 1728 voit la fondation de la première grande loge de France qui deviendra en 1773 le Grand Orient en France. Bien que les premières loges françaises n'aient pas été fondées par la Grande Loge anglaise de 1717, les relations entre cette grande loge et la première maçonnerie française ont été étroites, et la comparaison entre les textes français et les textes anglais de l'époque montre que les rituels et catéchismes français primitifs étaient essentiellement conformes à ceux de la Grande Loge anglaise. En 1742, Paris compte 22 loges, et en 1771, la franc-maçonnerie française est florissante avec plus de 250 loges pratiquant un rite, le rite français, finalement le rite des Français. Alors, le 12 août 1785, après une dizaine d'années de longues pénibles efforts, le Grand Orient de France adoptait enfin un rituel de référence pour ces loges, rituel connu sous le nom de régulateur du maçon. Ce régulateur codifiait les usages de la maçonnerie française des années 1770 pour les 3 premières. L'étudier, c'est s'interroger sur les origines, la formation et la réalité plurielle du rite français au siècle des Lumières. N'est-il que la version française du rite des modernes? A-t-il d'autres sources? Quelle est sa sensibilité philosophique et religieuse? Mon cher Pierre, ce soir, pour enrichir nos connaissances, nous avons besoin de vos lumières. C'est donc cette période que vous allez compter, peut-être plus, et c'est avec plaisir, et aussi pour le plus grand profit, que nous allons vous entendre sur la fondation du rite français au siècle des Lumières, le régulateur du maçon. Merci mon cher Lionel de cette présentation flatteuse mais agréable, et merci chers amis de votre accueil, parce que pour un pur produit comme moi du Grand Orient de France et de la tradition maçonnique libérale, siéger dans cette chaire et dans ce temple est une épreuve initiatique, et je suis très, très impressionné. J'espère que les foudres des dignitaires du Grand Orient du passé ne vont pas s'abattre sur nous. Toujours est-il que merci de votre accueil, merci de votre gentillesse. Et merci d'avoir fait un cadre qui puisse nous permettre d'échanger autour du rite français qui, comme son nom l'indique, est le rite des Français, est le grand rite maçonnique de l'histoire de la franc-maçonnerie française au XVIIIe siècle. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu d'où il vient et comment il s'est formé. Alors, ça a bien sûr un intérêt pour les frères ou les sœurs qui pratiquent le rite français, mais ça a aussi un intérêt pour les frères et les sœurs qui pratiquent d'autres rites, parce que tous les rites se sont influencés les uns les autres, c'est des emprunts, c'est au contraire des moments où on essaye de se singulariser par rapport à d'autres rites. Et puis pour les profanes, c'est une façon de découvrir un peu le corpus des rites maçonniques, ses sources et sa dimension. Et donc, mon exposé sera en deux temps. Dans un premier temps, je m'interrogerai sur les origines de ce rite français et la façon dont il est pratiqué, dont il est vécu au XVIIIe siècle. Et puis, dans une deuxième partie, je m'intéresserai plus particulièrement au processus un peu long, comme l'a rappelé Lionel, mais tout à fait intéressant, qui a conduit le Grand Orient de France, dans les premières années de son existence, à fixer un rite. Et donc, on parle de régulateur du maçon parce que ce texte de référence, qui a été voté en 1785, mais qui a été imprimé un peu plus tard, a été publié sous ce nom de régulateur du maçon. Alors, un nom un peu curieux, et donc ce régulateur du maçon est pris par les historiens, mais c'est un peu de convention, comme le texte de référence du rite français. Alors, tout d'abord, donc, d'où vient ce rite français ? Alors, l'histoire des rites maçonniques est bien sûr très liée à l'histoire de la franc-maçonnerie elle-même.
Et quand on s'intéresse, quand on se penche sur l'histoire de la franc-maçonnerie, il y a une date fondatrice qui est 1598. Je parle de la franc-maçonnerie moderne, la franc-maçonnerie spéculative, puisque quand on prend les loges qui existent aujourd'hui, cet endroit où nous sommes aujourd'hui, ou les milliers de loges qu'il y a en France, et qu'on remonte maillon par maillon une chaîne en essayant de la documenter, eh bien le dernier maillon c'est 1598. Avant, il y a forcément quelque chose, mais on rentre dans un tunnel, la nuit des temps, les brumes de l'histoire. Et donc en 1598, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, William Shaw, en Écosse, le maître des bâtiments du roi en Écosse, va faire un certain nombre de textes pour les maçons. Et donc la franc-maçonnerie spéculative moderne, elle est le produit de l'évolution d'une société de métier, une société de maçons, mais cette évolution s'est produite en Grande-Bretagne et plus particulièrement en Écosse. Et donc, les sources du rituel vont aussi se trouver là. Tout au long du XVIIe siècle en Écosse, on trouve des témoignages sur ce que les Écossais appellent le mot du maçon, qui est toujours présenté comme quelque chose d'un peu mystérieux. Par exemple, en 1621, un petit texte nous dit, alors c'est un texte un peu parodique, « Nous sommes frères de la Rose-Croix, nous avons le mot du maçon ». Alors Rose-Croix, c'est un mot qui veut dire ésotérique, mystérieux, initiatique, et donc on associe déjà ce premier usage maçonnique du mot du maçon à quelque chose d'ésotérique. Et finalement, il y a de nombreux témoignages sur ce rite du mot du maçon en Écosse au XVIIe siècle. On peut dire que c'est une sorte de bizutage à l'issue duquel on révèle au récipiendaire ce fameux mot du maçon. Et voilà ces premiers témoignages du XVIIe siècle dans ce petit pays d'Écosse qui va être l'origine de la maçonnerie spéculative moderne. Pourquoi ? Parce que ces loges, ces groupes de maçons vont recruter des gens qui sont étrangers au métier, ce qui était un usage d'ailleurs classique, mais alors que partout ailleurs c'est un usage marginal, on veut honorer les notables, les gros clients, le maire, le pasteur ou le curé, et donc ils viennent une fois, ils sont reçus, puis ils viennent une fois de temps en temps, mais c'est forcément marginal. Eh bien en Écosse, et puis en Angleterre, selon des modalités d'ailleurs un peu différentes, on va avoir des gens qui sont étrangers au métier, et qui vont être de plus en plus nombreux dans ces loges. Alors je ne m'étends pas sur l'histoire des origines de la franc-maçonnerie, mais l'histoire des rituels, il est lié à cette origine de la franc-maçonnerie, et donc quand on s'intéresse aux sources, aux racines les plus anciennes des rituels maçonniques, et en l'occurrence du rite français, on verra comment, il faut aller en Écosse. Alors ce mot du maçon qui est ésotérique, qui est un peu mystérieux, eh bien à la fin du XVIIe siècle, on sait un peu ce que c'est, puisque c'est quelque chose de très connu des historiens de la franc-maçonnerie. Un ecclésiastique écossais note dans son journal le mot du maçon dont certains font un mystère. Je ne veux pas cacher le peu que j'en sais. C'est une espèce de tradition rabbinique dans le sens d'un commentaire sur Yakin et Boaz, les deux colonnes érigées dans le temple de Salomon, avec en plus l'adjonction d'un certain signe secret transmis de main à main, au moyen desquels ils se reconnaissent et deviennent familiers entre eux. Alors, pour ceux d'entre vous qui pourraient être maçons dans cette salle, on reconnaît bien sûr quelque chose qui est le nucléus primitif des rites maçonniques et qui, d'une certaine manière, est encore pratiqué aujourd'hui, bien sûr, avec de nombreuses évolutions. Et puis donc, ce mot du maçon dont on... Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand Kirk parle d'une tradition rabbinique, pour un Européen de la fin du XVIe siècle, rabbinique, ça veut dire cabale, ésotérisme, etc. Et donc il y a toujours cette aura un peu de mystère et un peu initiatique autour de ces premiers usages maçonniques. Et puis on arrive au rituel complet, dont le plus célèbre est celui des archives d'Édimbourg, dit des archives d'Édimbourg, parce que tout simplement il est aux archives d'Édimbourg où il y a été, et donc qui est de 1696, pardon. Et donc ça, c'est le premier document sur les rituels maçonniques. Et puis donc ces loges de maçons acceptées, elles vont connaître une grande réforme en 1717 ou peut-être en 1721 à Londres. Donc, eh bien, on va réutiliser ces rituels qu'on va beaucoup enrichir. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que donc la création de la première grande loge de Londres et de Westminster, qui va devenir la grande loge d'Angleterre, on sait un peu son système de grades. On peut le voir, par exemple, dans l'édition des Constitutions qu'elle publie en 1723, puisque on explique qu'il y a 2 grades, et d'ailleurs en 1738, eh bien il y a 3 grades, donc il y a eu un enrichissement, on pourra en dire un mot tout à l'heure.
Alors, on s'est toujours, on a parfois contesté, il y a eu des débats sur la légitimité, la continuité entre cette maçonnerie écossaise du XVIIe siècle et cette nouvelle Grande Loge, qui est une organisation par beaucoup d'aspects nouvelle, et qui annonce donc la franc-maçonnerie obédientielle moderne, mais il y a eu un souci d'enracinement et de tradition de cette première Grande Loge. Alors par exemple, en 1721, on va porter de façon très ostensible des règlements médiévaux de maçons, ça montrait symboliquement, on veut dire qu'on se rattache à ça. Et puis, il y a un épisode que j'aime bien citer, parce que souvent les liens de cette Grande Loge, dite des modernes, on verra pourquoi, avec les plus anciennes traditions maçonniques, sont parfois discutés. En 1721, le principal animateur de cette Grande Loge, qui est un Français, c'est pour ça que ça a marché d'ailleurs, Jean-Théophile des Aguiliers, va à Édimbourg, et il va voir la plus vieille loge d'Écosse, et donc il y a un compte-rendu, on explique qu'on l'a trouvé régulier sur tous les points de la maçonnerie, en tout cas conforme et connaissant bien les usages de la maçonnerie. Alors, il y a un élément essentiel dans l'histoire du rite français, mais pas que dans l'histoire du rite français d'ailleurs. Je vous ai dit qu'en 1723, les premières constitutions d'Anderson disent que la maçonnerie se fait en 2 grades, et ça c'était tout à fait conforme justement aux anciens usages écossais, apprenti entré et compagnon du métier ou maître. Et un peu plus tard, en 1738, les fameuses constitutions nous expliquent qu'elle est en 3 grades. Donc, il y a un grade qui est apparu, il y a eu un enrichissement. Alors, on n'a pas fait juste un grade, on a aussi enrichi la matière symbolique. Et on connaît un peu la nature de cet enrichissement, et c'est le premier point très important quand on s'intéresse à l'histoire du rite français. En 1730, à Londres, est publié ce que les Anglais appellent une exposure, et que nous appelons une divulgation, donc un livre qui révèle les usages secrets des maçons, qui s'appelle Masonry Dissected, donc la maçonnerie disséquée ou examinée, et qui présente un système de 3 grades avec des instructions assez complètes, et donc c'est le rituel de la maçonnerie spéculative moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui, dans sa première, le premier témoignage de ce rituel. Et c'est ce système-là qui va arriver à Paris dans les années entre 1725 et 1730, ou un peu après. Et donc c'est ce système de cette première Grande Loge qui s'installe à Londres entre 1717 et 1721. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que par la suite, il y aura une autre Grande Loge qui va s'appeler la Grande Loge des Anciens, bien qu'elle soit postérieure. Et en fait, tous les rituels maçonniques pour les grades symboliques relèvent de l'une ou l'autre famille. Les modernes, ceux de 1717 ou ceux de 1721, et les anciens, ceux de 1751. Et donc, en France, ce qui va arriver, c'est la première greffe, et c'est donc les modernes qui vont arriver en France dans les années 1725, 1730. Alors en fait, c'est un peu compliqué, parce que si c'est arrivé en 1725, a priori, c'est déjà le système en 2 grades, mais en tout cas, ça passe très vite en 3 grades. Et la première loge en France, d'ailleurs, elle pose des tas de problèmes, parce qu'a priori, la maçonnerie vient de Grande-Bretagne, mais d'où venaient les 3 hommes dont on sait qu'ils fondent cette loge, au milieu des années 1720, dans les années 1720. Un historien, en général bien informé, mais qui malheureusement ne donne pas ses sources, explique que la loge a été créée le 12 juin 1726. Cette première loge, elle est créée par 3 Britanniques qui s'appellent Maclean, Derwentwater et Degerty. Et donc, ces 3 Britanniques, ils ont une caractéristique, c'est que ce sont des partisans de la dynastie déchue des Stuarts, et donc des Jacobites, des partisans des rois Jacques, et donc des Jacobites. Et c'est assez singulier de voir cette première loge en France qui est liée au courant jacobite, alors que la première Grande Loge en 1721, elle est plutôt liée aux Hanovriens, donc la dynastie qui s'est installée plus récemment, et que la première Grande Loge, d'ailleurs, va être un outil de son enracinement. Alors c'est aussi une des difficultés qui va être un objet de débat pour les historiens des rites et des rites français. Elle dure assez longtemps d'ailleurs, cette première loge parisienne, parce que en 1736, il y a un gazetin, on dirait un journaliste aujourd'hui, qui expose une grande cérémonie qu'elle tient.
Et puis d'autres loges vont apparaître à Paris. Alors, est-ce que c'est par des frères qui avaient été initiés par cette première loge? Est-ce que c'est par des frères qui avaient été reçus en Angleterre ou qui avaient été reçus par d'autres Anglais? Tout ça est assez obscur. Et on peut dire en tout cas qu'il y a une loge qui est constituée, qui demande une patente à la Grande Loge d'Angleterre, donc celle des Moderns, qui s'appelle Au Louis d'Argent. Et puis, dans les années 1730, il y a la création de 2 loges où on trouve des Britanniques ou des Britanniques d'adoption très actifs, la loge Custos-Villeroi et la loge Bussy-Aumont. Et alors, la grande question, c'est que pratiquaient ces loges? Que pratiquaient ces loges? Alors, il y a quelques manuscrits anciens de rituels maçonniques qui sont datés. Mais d'abord, on ne sait jamais si la date n'a pas été ajoutée un peu après, si la date est fiable. Souvent, c'est une note comme ça. Voilà, alors il peut y avoir le filigrane, mais le filigrane, on peut utiliser surtout au XVIIIe siècle un papier 20 ans après sa fabrication. Et donc, tout ça, les manuscrits ne sont pas d'une grande aide. Les manuscrits ne sont pas d'une grande aide. Et donc, on s'en tient à d'autres documents dont la date est plus fiable, qui sont les divulgations, mais ce coup-ci les divulgations françaises, parce que un peu comme en Angleterre, en France, dès la fin des années 1730 et surtout dans les années 1740, il va y avoir plein de petits ouvrages qui se moquent de la maçonnerie, mais j'allais dire gentiment, on n'est pas dans l'antimaçonnisme qui dit que c'est le complot, que c'est terrible, etc. C'est des gens, c'est sur le mode, on va vous en raconter une bien bonne, on va vous dire ce que les loges, ce que les francs-maçons font dans leurs loges. Alors les titres sont explicites, le secret des francs-maçons, le catéchisme des francs-maçons, l'ordre des francs-maçons trahis, le sceau rompu. Et donc tous ces textes apparaissent au milieu des années 1740. Et il y a une chose qui frappe tout de suite quand on les lit, c'est que ce sont à peu près des traductions françaises de la maçonnerie disséquée de Pritchard. Et donc ça veut dire que les mouvements et les transhumances qu'on pouvait repérer par les hommes, eh bien les textes ont suivi les mêmes. La première maçonnerie française, elle pratique le rituel de la première grande loge dite des modernes, donc celle créée à Londres dans les années 1720. Donc on peut dire que le rite pratiqué en France, qui va devenir à la fin du XVIIIe siècle et surtout au début du XIXe, le rite français, c'est avant tout une adaptation française et même une traduction des rituels anglais. Alors il y a très peu d'ajouts, on peut en évoquer quelques-uns, on le fera tout à l'heure. Il y a quand même 2 points à mettre à mon avis en lumière, c'est que si les rituels sont importés d'Angleterre, il y a quand même deux éléments qui sont à mon avis spécifiques à la France et qui vont donner d'ailleurs un peu sa personnalité à ce rite des Français qui devient le rite français. La première, c'est l'idée d'initiation. Très tôt en France, quand la maçonnerie arrive, on l'associe à l'idée d'initiation. Le XVIIe siècle s'était passionné pour les textes de l'Antiquité tardive sur Isis, Osiris, les mystères d'Éleusis, etc. Tous ces textes sont publiés. Et donc, on fait tout de suite le parallèle entre ces rituels maçonniques où on est dans les ténèbres, on vous donne la lumière, il y a des rites, il y a des voyages, avec ces mystères de l'Antiquité, tels que les rapportent Plutarque ou Apulée ou un certain nombre d'auteurs dans l'Antiquité tardive. Donc il y a cette idée d'initiation. Alors ça a été discuté. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire de façon incontestable que cette idée, elle est présente dès les débuts de la maçonnerie française. Elle est même présente dans le premier texte maçonnique français, les Devoirs enjoints aux francs-maçons, qui sont une traduction des constitutions d'Anderson, manuscrites, faites, semble-t-il, par O'Eggerty en 1735. Et c'est l'initiation telle qu'on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire, certes, on peut s'initier aux mathématiques, mais le sens premier, c'est un sens religieux, c'est un sens qui fait référence au mystère de l'Antiquité. Et donc, ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un deuxième point qui va être discuté dans ces loges et qui va orienter, donner une sorte de couleur à ce rite pratiqué en France, le futur rite français, c'est l'idée de chevalerie. Alors, on a plusieurs témoignages de ça, dont un qui est très court mais passionnant et qu'il faut analyser. Dans ces premières loges françaises, à un moment,
le gouvernement, alors on a dit ça déplaît au roi. En fait, le roi s'en fichait complètement. Louis XV était d'ailleurs probablement maçon, ou l'avait été. Mais on est dans une monarchie absolue, donc le roi ne gouverne pas. Le roi règne. Ce qui gouverne, c'est le Premier ministre, le principal ministre, le cardinal Fleury. Et le cardinal Fleury, il y a quelque chose qui le réveille la nuit, c'est le jansénisme. Et il a peur que la franc-maçonnerie soit une nouvelle tête de l'hydre janséniste. Et donc il va interdire les loges pendant pas très longtemps, et ça n'aura pas un grand effet. Mais on fait une descente de police et on saisit les papiers de la loge Custos-Villeroy, qui sont les plus anciens documents maçonniques français, qui sont à la Bibliothèque nationale, que certains d'entre vous ont pu peut-être voir en vrai dans l'exposition que nous avons faite il y a 2 ans. Et dans ce livre d'architecture, qui est très sommaire, très succinct, comme les livres d'architecture de cette époque, Custos, le vénérable maître, se plaint justement de la première loge, la loge de Wrentwater, cette loge de Jacobites, et dit que dans cette loge on porte l'épée. Et il ajoute, c'est une innovation regrettable, parce que la maçonnerie n'est pas un ordre de chevalerie, mais un ordre de société. Et ça veut dire que dans cette loge, cette première loge française, il y avait donc cette dimension un peu chevaleresque qui va marquer le rite français et qui est un apport de cette loge jacobite. Alors, on a souvent cité cet extrait pour justement en faire une des premières attestations des liens entre chevalerie et maçonnerie en France. Mais on oublie de regarder les lignes qui suivent, et c'est très intéressant pour nous, parce que dans les lignes qui suivent, on s'aperçoit qu'à part cette idée de porter l'épée, Custos ne fait pas d'autres critiques. Donc il considère que la loge des Jacobites de 1726 pratique le même rite que lui. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est particulièrement passionnant parce que Custos avait une grande habitude de la maçonnerie anglaise. Les frères, on le voit dans le registre, s'honorent de l'avoir comme vénérable en disant qu'il a été vénérable de 5 loges en Angleterre. Alors ça veut dire quoi, pour le faire court? Ça veut dire quelqu'un qui avait beaucoup pratiqué la maçonnerie en Angleterre, qui avait été vénérable de 5 loges, il vient en France, il pratique naturellement la même chose, et il considère que la première loge française, cette loge indiscutablement liée au courant jacobite, elle pratique le même rituel que lui. Et donc, ça montre que les hypothèses qu'on a pu faire sur l'idée qu'il y avait des rituels différents selon les sensibilités des Britanniques, qu'ils aient été hanovriens ou jacobites. Il y avait de grosses différences, mais c'était des différences politiques, des différences idéologiques, mais ce n'étaient pas des différences rituelles. Et on découvre donc que, finalement, sur ce plan-là, ces loges n'étaient pas très différentes, et c'est ce que nous dit Custos quand on lit bien ce qu'il nous raconte. Alors voilà, donc c'est là le rite de la première grande loge que l'on connaît par la maçonnerie disséquée, et ce rite de la première grande loge, c'est ce que pratiquent tous les maçons français en l'ayant enrichi en quelque sorte, je dirais, d'une atmosphère initiatique et puis de cette idée chevaleresque qui va être très importante dans la maçonnerie française. Alors, l'autre point, c'est que des divulgations, il y en a eu dans les années 1740, mais il y en a eu beaucoup après. Et c'est toujours les mêmes textes. Alors, c'est pas exactement le même texte, mais c'est toujours la maçonnerie disséquée. Quand vous prenez d'un côté la maçonnerie disséquée, les premières divulgations françaises et tout ce qu'on peut avoir comme documents imprimés ou écrits, grosso modo, c'est à peu près la même chose. Alors, pour le moment, on est dans la divulgation. Donc la divulgation, c'est de l'extérieur. Alors, ça peut être des anciens maçons, on a dit ça de Pritchard, certains sont très bien informés, mais il y a quand même eu au XVIIIe siècle, bien avant le régulateur du maçon, deux grands textes imprimés, émanant de milieux maçonniques, donc à qui on peut accorder plus de légitimité en quelque sorte. Alors il y a premièrement une histoire abracadabrante et extraordinaire, qui est l'histoire du frère Pincemaille. Le frère Pincemaille a été vénérable d'une loge à Metz en 1763, et probablement pour arrondir ses fins de mois, mais on n'en est pas bien sûr, il a publié des petits livrets qui sont les instructions des différents grades, et notamment des 3 premiers grades symboliques, et ça a suscité un immense émoi dans la maçonnerie, non seulement à Metz, mais dans la Grande Loge. Il a eu un procès maçonnique, etc. Et cet émoi témoigne bien de la réalité, de la validité des informations qu'il donne dans son livre, qui s'appelle, c'est un très beau titre, « Conversation allégorique avec la sagesse ». Et donc, alors, toute cette histoire du frère Pincemaille est passionnante à la fois par le contenu qui valide et qui montre que finalement, on sait très bien ce qu'était le rite français au XVIIIe siècle, et puis il y a toute une histoire de procès qui relève de l'histoire de la librairie, de la bibliophilie, etc. Alors la Grande Loge condamne
condamne à ce que les exemplaires soient pilonnés, et puis après on apprend que le gars qui pilonnait les exemplaires était maçon, on avait retiré quelques-uns et les distribuait à ses copains, enfin c'est toute une histoire abracadabrante. Mais il y a aussi avant la Révolution, il est souvent oublié, un rituel officiel du rite des Français, donc du rite français. Et ce rituel officiel, il est publié au début des années 1770, probablement par une des factions de la Première Grande Loge. Alors, la Première Grande Loge est dans une époque de crise et elle s'est divisée. Et chaque faction prétend être la Grande Loge. Et l'une de ces factions, probablement au début des années 1770, juste avant la formation du Grand Orient, va publier un rituel pour les 3 grades qui s'appelle le corps complet de maçonnerie et qui est une sorte de rituel officiel. Et là encore, alors c'est encore plus intéressant parce que là il n'est pas contesté. Alors il y avait des tas de procédures pour pas qu'on puisse le donner ou le transmettre, etc. Et quand on lit le corps complet de maçonnerie, eh bien là encore, c'est une version française du rituel des modernes, donc de la Première Grande Loge. Alors, avant de passer à ce qui est notre sujet en focalisant plus, donc le régulateur du maçon, avant de rentrer dans le processus de fixation du régulateur du maçon, qu'est-ce qu'on peut dire de ces variants, enfin de ce rite français du XVIIIe siècle? Alors la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a une unité profonde, c'est-à-dire que c'est le même message symbolique, les rituels sont très proches, etc. Mais on peut aussi dire qu'il y a dès le XVIIIe siècle des variantes sur la sensibilité, c'est-à-dire il y a par exemple des variantes du rite français où on a renforcé le côté religieux. Par exemple, dans des différents dialogues de l'instruction, on a ajouté les versets bibliques qui les ont inspirés, qui sont évidents déjà aujourd'hui, mais a fortiori pour un homme du XVIIIe siècle, mais on a voulu insister en les rattachant à tel ou tel passage de la Bible. Au contraire, il y a des variantes qui sont très sécularisées, où on ne fait presque aucune allusion religieuse. Il y a des variantes relativement sobres. Il y a des variantes enrichies, il y a un texte où on met les armoiries du vénérable maître devant c'est très bien, devant le plateau, et puis il y a tout des tas de processions pour ouvrir la loge. Mais donc, à partir de cette structure et de ce noyau du rite français venu d'Angleterre, il y aura donc ces différentes variantes. Alors, c'est bien l'existence de toutes ces variantes qui est à l'origine de notre histoire, et qui est donc l'histoire du régulateur du maçon. Alors, le régulateur du maçon, elle est très liée à l'histoire de la franc-maçonnerie de cette époque, et en l'occurrence à l'histoire du Grand Orient de France, puisque c'est un texte qui est fixé par le Grand Orient dans les années 1780. Alors, un mot sur la formation du Grand Orient. Donc, la première Grande Loge, si vous voulez, à partir de 1726, 1730, 1740, Lionel a cité quelques chiffres, les loges vont se multiplier en France, mais souvent elles se constituent les unes les autres. Et le jour où des Parisiens vont leur envoyer un mot en leur disant « On est la Grande Loge, vous nous devez tant et vous nous devez soumission et obéissance », naturellement, les gars n'ont pas marché. Et il y a toujours ce texte qu'aimait à citer mon maître René Guilly, où les Lyonnais correspondent avec les Parisiens, et sur l'enveloppe, il y a marqué « À la Grande Loge des Maîtres des Paris, virgule, dite de France ». Ça montre toute l'estime qu'avaient les Lyonnais pour l'autorité parisienne. Donc la Grande Loge, elle n'arrive pas à établir son autorité, elle va connaître des tas de réformes. Alors une réforme en 1745, une en 1760, une en 1765, et puis finalement, elle n'arrive tellement pas à se réformer, à se structurer, qu'elle va fermer ses travaux, mais pas la maçonnerie, les loges vont continuer à exister, mais la Grande Loge sera un peu en sommeil. Et en 1771, le grand maître emblématique du XVIIIe siècle, le comte de Clermont, qui a été grand maître pendant 23 ans, ça en fait rêver certains. Grand maître pendant 23 ans, il meurt. Et donc, un certain nombre de maçons vont se dire que c'est l'occasion de faire une profonde réforme de la première Grande Loge. Et parmi ces maçons, il y a un maçon passionné qui est Charles de Montmorency-Luxembourg, qui est un grand nom du royaume, mais qui est passionné de maçonnerie, et qui va initier et organiser une réforme de la première Grande Loge, qui va être sur plusieurs principes. D'abord, la représentation de tout le monde, c'est-à-dire qu'il va dire il faut aussi que les loges de province soient représentées, donc représentation de tout le monde, et élection à tous les offices. Et donc, c'est les deux principes fondateurs du Grand Orient et qui sont encore ces principes aujourd'hui. Et donc, la première Grande Loge va connaître un certain nombre d'assemblées et va faire cette profonde réforme. Et du coup, on va changer le nom, mais il y a une continuité complète entre la première Grande Loge
le Grand Orient de France. Alors, sous d'autres cieux, je dirais, c'est comme quand on passe de la SFIO au Parti Socialiste. Ici, je dirais plutôt, c'est quand on passe de l'UMP aux Républicains. Voilà, c'est une formule allégorique pour montrer que c'est la même structure, mais qui change de nom. Voilà. Alors, le Grand Orient de France va quand même très vite essayer de structurer la maçonnerie française, et il va finalement créer ce qu'est une obédience moderne. C'est-à-dire que les obédiences telles qu'on les connaît aujourd'hui, on demande une patente, il y a un échange, on reçoit des circulaires, on envoie des tableaux, etc. Eh bien, c'est le Grand Orient qui crée ça en 1773. Il crée quelque chose dont les frères se plaignent, les frères et les sœurs se plaignent parfois aujourd'hui, mais qui est la providence des historiens. Il crée la bureaucratie maçonnique. La bureaucratie maçonnique. Et donc, il faut tout administrer, il faut que tout ait des règlements, des fiches, etc. Et un jour se pose la question des rituels. Et donc, après avoir... par exemple, il crée un diplôme, il fait des circulaires, il échange, c'est-à-dire c'est la première structure la première grande loge, dans le meilleur des cas, quand on reconnaissait son autorité, on faisait une loge, on lui demandait une patente, elle demandait un peu de sous, elle envoyait la patente, et en général, ça s'arrêtait là. Le Grand Orient va demander aux loges d'envoyer un tableau des frères, un tableau des officiers, etc. Va envoyer des circulaires en disant dans tel cas il faut faire ça, et donc va créer vraiment des échanges permanents entre le centre et la périphérie, et va donc créer l'obédience au sens moderne du terme, tel que nous la connaissons aujourd'hui. Et à un moment va se poser la question des rituels, et cette question des rituels, elle se pose très vite, puisque vous voyez, le Grand Orient se forme, la réforme dont je parlais, elle va de mars à septembre 1773, et le 27 décembre 1773, l'Assemblée du Grand Orient se dit qu'il faudrait un peu s'occuper des rituels et crée une commission. Vous voyez en quoi c'est moderne, il y a un problème, on crée une commission, et donc elle crée la commission des rituels sous les meilleurs auspices, puisqu'elle a des membres très prestigieux, le baron de Toussaint, qui est le secrétaire général du Grand Orient, le russe Stroganov, et puis Bacon de la Chevalerie, qui est un maçon très ancien et considéré comme une personnalité du monde maçonnique. Mais cette commission des grades, puisque tel est son nom, elle ne va pas avoir une très grande... Alors, vous allez dire, il y a beaucoup de commissions qui sont comme ça, on crée la commission, puis après, il n'en sort pas forcément grand-chose, mais enfin, en l'occurrence, c'est ce qui se passe. Et donc, on reparle de la commission un peu plus tard, en 76, parce que... Alors, c'est pas pour une question de grade, c'est parce que le baron de Toussaint a fait un truc qui plaît pas aux autres dignitaires du Grand Orient, donc on l'a démissionné de la commission, donc il faut nommer un autre, et du coup, on se dit, il faudrait que cette commission travaille, et on nomme des membres très éminents, le docteur Guillotin, très important dignitaire du Grand Orient, le chanoine Pingré, le créateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, et puis Savalette de Lange, le fameux Savalette de Lange, des Amis réunis, des Philalettes, et on se dit, avec de tels maçons savants, la commission va progresser, mais, eh bien, elle ne fait toujours rien. Et donc, elle est vraiment une commission essentielle, elle siège, mais elle ne fait pas grand-chose. Et finalement, en 1781, à la demande des loges d'ailleurs, et c'est ça qui est assez curieux, finalement, le Grand Orient était très soucieux d'organiser l'administration, les capitations, les règlements, etc. Mais le rituel, finalement, une tradition, chacun avait son rituel et faisait un peu ce qu'il voulait. Mais donc, c'est les loges qui vont demander un texte de référence. Et on a quelques courriers où, dans une langue très 18e, les frères disent « il faut trouver une solution pour que nous ayons des rituels moins bigarrés ». Alors, on explique qu'on va dans une loge, et puis dans une autre, c'est un peu différent, etc. Voilà, il y avait des variantes. Et donc, la mission de la commission n'a pas beaucoup abouti. Et finalement, le Grand Orient se dit c'est un problème important. Le compte-rendu dit « la rédaction des grades exige de grandes lumières ». Et c'est vrai. Et donc, la rédaction des grades exigeant de grandes lumières, il faut rassembler les lumières du Grand Orient, et c'est donc confié à l'Assemblée des trois chambres réunies, qui va commencer le 9 février 1781 à une série de travaux. Alors, le premier à faire un rituel, à proposer un texte, c'est l'astronome Lalande, qui est aussi membre de la commission, qui est un des membres de la commission et qui est un personnage important des premières années du Grand Orient, Jérôme de Lalande, l'animateur de la célèbre loge des Neuf Sœurs. Donc, il va être très actif au début. Et cette assemblée des trois chambres réunies, alors, le problème des procès-verbaux du XVIIIe siècle, c'est qu'ils sont très sommaires, mais il y a quand même des éléments. Il y a plusieurs éléments. Par exemple, ils discutent de l'obligation.
Et finalement, c'est cette assemblée des trois chambres réunies qui, dans l'assemblée, va créer une formule de l'obligation qui est un peu la matrice des différentes obligations qu'on peut prêter aujourd'hui dans les différentes obédiences. La deuxième chose que va créer cette assemblée des trois chambres réunies, c'est les questions que l'on pose aux profanes avant l'initiation. Alors, c'est des questions essentiellement morales et sociales, et là encore, elles ont un peu évolué, mais elles n'ont pas beaucoup changé, donc c'est vraiment des choses importantes qui se passent dans cette année de 1781. Et puis, dernier point qui va être fixé par cette Assemblée des trois chambres réunies, les maximes du cabinet de réflexion, qui n'ont pas changé non plus depuis, et donc voilà, elles sont rédigées par une petite équipe en 1781. Et alors, on vous dit Assemblée des trois chambres réunies, le Grand Orient de France, avec le comte de Machin, le duc de Truc, etc. Vous dites une assemblée auguste. Eh bien, alors, la première réunion de l'Assemblée des trois chambres réunies, ils sont 35. La deuxième, ils sont 17. Et la troisième et les suivantes, ils sont 10. Remarquez, pour travailler, c'est pas plus mal. Mais donc, c'est une petite équipe qui fait ce travail sur les rituels. Et dans cette petite équipe, alors les frères les plus actifs, c'est le frère Millon, le frère Salivet, qui sont des officiers du Grand Orient, des officiers, c'est-à-dire des élus, des responsables, des membres des différentes chambres. Et le 25 janvier 1782, on voit arriver dans cette Assemblée des trois chambres réunies un jeune nouveau dignitaire qui lui représente la Chambre des provinces, c'est les trois chambres réunies, qui s'appelle Alexandre Retier de Montalot. Alors il est très actif dans la fin de cette Assemblée des trois chambres réunies, et alors, pour une raison mystérieuse, en tout cas sur lequel l'historien n'a pas de lumière aujourd'hui, c'est que en avril 1782, l'Assemblée des trois chambres réunies dit ben voilà, nous on a fini notre travail, on va transmettre ça à la Chambre des grades. Parce que alors le Grand Orient, pour comprendre le Grand Orient au XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle et jusqu'à la moitié du XIXe siècle, c'est très très compliqué. Si on veut comprendre, il faut essayer de se rappeler ses cours d'histoire et comment fonctionnait un parlement sous l'Ancien Régime. C'est une série de chambres. Leurs responsabilités réciproques ne sont jamais très bien définies. Enfin, il y a un thème principal, mais les frontières sont assez souples. Et donc, le Grand Orient a une série de chambres qui prennent des décisions. La chambre d'à côté en prend une autre, et puis il y a une sorte de négociation. Enfin, c'est très compliqué. Et alors, par exemple, ça illustre notre propos, puisque l'Assemblée des trois chambres réunies transmet ça à la Chambre des grades. Mais le problème, c'est que la Chambre des grades, son rôle, c'était de travailler sur les hauts grades. C'était dans sa lettre de mission. Et donc, elle va se retrouver avec l'histoire des grades symboliques, alors que c'était pas dans sa mission officielle. Et donc, entre le 23 avril 82 et janvier 1784, eh bien, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, il y a donc ce travail de la Chambre des grades, avec un rôle de plus en plus actif pour Retier de Montalot, Alexandre Retier de Montalot, donc il fait partie maintenant de la petite équipe. Alors, même chose, Chambre des grades, quand on installe la chambre, ils sont une vingtaine, et puis en fait, dans les réunions de travail, ils sont 10 et parfois moins. Et puis, c'est intéressant parce que l'historien voit ça de procès-verbal en procès-verbal. Retier, avec beaucoup de gentillesse, est très ouvert, chacun donne son point de vue, sa contribution, sa remarque. Mais c'est lui qui ramasse les papiers à la fin et c'est lui qui fait la version finale. Et donc, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que ces textes qui vont se constituer peu à peu, eh bien, ils sont vraiment l'œuvre d'Alexandre-Louis Retier de Montalot, puisque, même si c'est un processus collectif, il y joue un rôle essentiel. Alors, on est habitué à ça quand on se penche sur le Grand Orient du XVIIIe siècle. La Chambre des grades fait tout un travail, et puis un jour, donc au bout de 2 ans, on dit ça serait bien de passer ça à l'Assemblée des trois chambres réunies, donc celle qui lui avait passé le travail. Et donc, on lui repasse le travail, on relit tout. Comme les maçons sont très intelligents, ils ont des nouvelles idées, donc on remet ça sur le chantier, etc., etc. Et puis quand même, l'Assemblée du Grand Orient leur signale en janvier 1785 qu'il serait important de finir la rédaction des grades symboliques, parce qu'ils recevaient des lettres de loge qui disaient « Ben alors, où s'en est la rédaction des grades ?» Et le Grand Orient répondait ce que répondent les obédiences, « Ne vous inquiétez pas, c'est fait, vous le recevrez incessamment sous peu. » Et naturellement, rien n'était voté, rien n'était prêt, etc.
à tel point d'ailleurs qu'il y a une remarque assez savoureuse d'un maçon qui connaissait bien son affaire, quelqu'un qu'on croise dans tous les milieux maçonniques au XVIIIe siècle, le frère de chef de bien, Equus Capite Galeato, qui était partout, y compris au Grand Orient, et qui, au convent des Philalettes, dit la chose suivante, je cite, « Le Grand Orient de France ressemble à Crébillon père, composant depuis 20 ans une tragédie dont son fils disait « Il l'a faite, il l'a fait, il la fera toujours ». Bon, enfin, il faut quand même s'arrêter un jour, et finalement, les textes sont votés, proposés et votés, le grade d'apprenti le 15 juillet 1785, le grade de compagnon le 29 juillet 1785 et le grade de maître le 12 août 1785. Alors, quand on regarde ce texte, quelles sont ses principales caractéristiques? Alors d'abord, c'est qu'il est très fidèle aux usages de l'époque, c'est vraiment une fixation. Et alors on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 12 ans? Alors finalement, ils n'ont pas tellement discuté du rituel, ils ont pris une rédaction, mais ils ont surtout discuté de... Quand un profane se présente, est-ce qu'il faut les 3/4 des boules ou les 2/3 pour l'admettre? Quand ceci, c'est surtout des trucs administratifs, c'est des procédures autour du rituel, moins que le rituel lui-même. Mais enfin, ils ont quand même fixé un texte. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est la nature de ce texte, qui est finalement un texte assez sécularisé. C'est-à-dire que je vous disais, par exemple, que le corps complet de maçonnerie avait une coloration fortement religieuse. Le régulateur du maçon, c'est le même enseignement symbolique, mais on a supprimé toutes les références bibliques. Elles sont ostensibles, elles ont pas, enfin, on n'a pas supprimé les références, on a supprimé leur caractère ostensible. Par exemple, dans la formule classique, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, etc., etc., dans le corps complet, on dit, selon la formule des Saintes Écritures, etc., dans le régulateur du maçon, on se contente de donner la formule, et on ne fait pas de référence aux Saintes Écritures, et il y aurait 10 exemples comme ça. Alors, il y a des éléments qui vont vraiment être structurants pour la maçonnerie française, le cabinet de réflexion, les maximes, le testament philosophique, etc. Vous voyez, qui sont des autour du rituel, mais qui, ça, sont des éléments du régulateur. Le régulateur a aussi quelques formules heureuses qui vont devenir, je n'ose pas dire des dogmes maçonniques, mais en tout cas des thèmes très importants, comme l'idée de réunir ce qui est épars. La première fois qu'on le trouve, c'est dans le grade de maître du régulateur du maçon. Et puis, il y a aussi un apport très important du régulateur, c'est pour le grade de compagnon. Le grade de compagnon était un grade intermédiaire, avait été un peu vidé de sa substance, et donc on faisait 5 tours, et puis ça s'arrêtait à peu près là. Et donc le régulateur du maçon va lui redonner un ancrage opératif, alors qui est symbolique, qui redonne, avec, alors je ne vais pas révéler de secret terrible, mais on revalorise la maçonnerie opérative, il y a un truc autour des outils, le maçon est un ouvrier qui voyage, etc. Et tout ça, c'est du néo-opérativisme, en fait, qui sont réintroduits dans le rituel maçonnique par les auteurs du régulateur, Retier de Montalot à ses amis, qui étaient des lecteurs de l'encyclopédie et donc qui étaient intéressés par les arts libéraux et toutes ces choses-là. Voilà. Donc ce texte du régulateur, il est à la fois fidèle vraiment aux usages du rite français du XVIIIe siècle, donc très proche de ces sources anglaises des modernes. Il est néanmoins un peu sécularisé, il apporte des éléments qui vont rester, les maximes, le testament philosophique, quelques belles formules, et voilà. Alors une fois qu'on a fait un texte, c'est très bien, mais c'était un texte pour les loges. Alors la question, c'est comment diffuser ce texte, Et alors, vous allez me dire, ça n'a pas un grand intérêt en soi, eh bien si. Parce qu'en fait, toutes ces discussions autour de la façon de diffuser le texte, c'est très révélateur de la conception du rituel et finalement de l'idée que la maçonnerie avait les dignitaires du Grand Orient. Alors, ils vont consacrer beaucoup de temps à savoir comment diffuser le rituel. Alors, il y en a qui disent, il faut l'imprimer. Et il y en a d'autres qui disent, comment imprimer un rituel? Mais c'est abominable, on ne peut pas. Et il va y avoir, donc, ça va être l'occasion d'échanges passionnants que je résume avec cette citation qui m'est chère du frère d'Aubtin, un des grands officiers du Grand Orient, qui, dans cette discussion, s'éclame à un moment, dit la chose suivante: le Grand Orient peut-il faire imprimer un ouvrage qui n'est pas de lui, qui lui a été transmis d'âge en âge par la tradition, un bien commun enfin, qui ne doit point être altéré et qu'il doit transmettre à ses successeurs dans le même état et de la même manière qu'il l'a reçu. Alors vous voyez, on est bien dans ce que je vous disais, une fidélité vraiment aux usages, etc. Et le frère d'Aubtin conclut:
L'impression porte le caractère de la publicité, le manuscrit au contraire, celui du mystère et du secret. Et donc c'est pour des raisons initiatiques que le Grand Orient va finalement décider de ne pas imprimer son rituel, mais de le diffuser sous forme de copie manuscrite. Alors, on est tellement omnubilé par l'idée que le secret puisse être trahi, volé, etc., qu'on va mettre au point une procédure efficace, mais alors d'une complication et d'un prix, voilà, parce que donc c'est une série de cahiers, on n'envoie pas les cahiers en même temps, et ils sont recopiés à la main. Alors, c'est compliqué, on perd les cahiers. Alors d'ailleurs, les ensembles complets sont très très rares. Aujourd'hui, on en connaît un, c'est le fameux rituel de la chaîne d'Union, où là, il y a l'ensemble des cahiers. Mais sinon, on connaît beaucoup de cahiers du régulateur du maçon, manuscrits des cahiers du XVIIIe siècle. Alors, un coup, il y a le cahier du second surveillant de tel grade, donc il y a une grande dispersion. Donc ça a été efficace, finalement, de faire ces cahiers. Et puis le problème des choses manuscrites, c'est que, en fait... il y a des frères qui le recopiaient, mais il y en a d'autres qui missionnaient des copistes. C'était la photocopie de l'époque. Il y a des gens dont c'était le métier. Rousseau, ça a été son métier. On copie des choses. Et donc, c'est cher. Donc, voilà. Le régulateur du maçon, il est fixé en 1785. Il commence à se diffuser aux loges à partir des années 85-86, sous forme de copie manuscrite. Mais arrive la Révolution, les travaux maçonniques sont suspendus, et tout est repris à partir de 1795, vraiment le petit noyau initial, et la maçonnerie repart vraiment en 1800. Et les loges se réveillent, donc il faut beaucoup de rituels pour qu'elles puissent travailler. Beaucoup de gens ont eu peur, ont détruit des papiers, les rituels, etc. Et donc, le Grand Orient s'en tient à sa doctrine. Le manuscrit conserve le caractère du mystère et du secret, donc tout doit être sous forme de manuscrit. Et bon, c'était quand même tentant, et un libraire va le faire, un libraire non seulement maçon, mais en plus officier du Grand Orient, comme il lui sera reproché dans une sorte de grand procès maçonnique qui lui sera fait, va faire imprimer ce texte et va lui donner le nom sous lequel nous le connaissons, le régulateur du maçon. Alors en général, on dit le régulateur du maçon de 1801. Mais là aussi, on est dans une histoire dont je ne donnerai pas les détails parce qu'elle intéresse plus les bibliophiles que l'histoire du rite français. C'est qu'en fait, c'est pas 1800. Il l'a imprimé plus tard, il l'a imprimé en 1803. Mais l'idée... Alors qu'en général, on cherche à mettre sur un livre la date la plus récente pour que les gens se disent c'est une nouveauté, je ne l'ai pas, j'ai acheté. Mais là, ce qu'il voulait dire, c'est comment ça vous offusque, mais ça fait 2 ans que c'est fait, etc. Et donc, ils ont imprimé avec cette fausse date. Et alors, le frère Brun, puisque tel est son nom, c'est le premier marchand de décors maçonnique. Alors, depuis, les marchands de décors ne se livreraient pas à des choses aussi horribles que de publier des rituels. Mais donc, le frère Brun va avoir tout un procès, et le Grand Orient va faire des circulaires pour dire que ces rituels, qui naturellement étaient avec exactement le même texte, étaient pervers, pas valides, etc., etc. Mais finalement, il va se fatiguer de ça, et quand il y aura une nouvelle édition en 1809, ça sera considéré comme quelque chose qui maintenant existe, et donc c'est l'origine de ce régulateur du maçon. Le texte est de 1785, le nom est du début du XIXe siècle, et ce régulateur de 1801 est de 1803. Alors voilà, en conclusion de ces premiers propos, et avant de répondre à vos questions, je voudrais dire plusieurs choses. La première, c'est que le rite français, il est d'abord le rite français, mais il va influencer beaucoup d'autres rites. Le rite écossais rectifié comprend beaucoup d'éléments qui viennent du rite français, la structure de la loge et tas de choses. Le rite écossais ancien accepté comprend beaucoup d'éléments qui viennent du rite français. Et alors, on n'est pas à la Grande Loge, donc là je peux le dire, mais qu'est-ce qui ressemble le plus au rite du rite écossais ancien accepté pratiqué aujourd'hui par la Grande Loge de France? C'est le régulateur du maçon. Parce qu'un certain nombre d'éléments venant de la tradition des anciens ont été éliminés par l'histoire, et ce qui est resté, c'est les choses dont les gens avaient l'habitude, et donc c'est le rite français et le régulateur du maçon. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, j'ai essayé de faire simple, on pourra rentrer dans le détail dans le cadre des questions, mais l'histoire maçonnique, l'histoire en maçonnerie a un rôle
important. C'est pas juste une discipline pour les gens qui s'intéressent à ça, c'est une sorte de devoir pour tous les maçons. Alors pas forcément d'être un érudit maçonnique, mais en tout cas de s'intéresser à l'histoire, parce que la maçonnerie, c'est une tradition, donc c'est une expérience humaine. Et pour connaître cette expérience humaine, l'initiation, c'est la transmission de cette expérience humaine, et pour la connaître, il n'y a pas 50 façons de faire, il y a de se pencher sur son histoire, de voir comment les hommes ont réagi face à ces éléments, et donc pour s'agréger cette tradition, il faut l'étudier. J'espère que je vous en ai donné envie. Merci Pierre pour cet exposé. Je vais laisser maintenant la parole à notre grand témoin, Gilles Passier. Merci. Merci Pierre. Je peux vous dire, pour avoir lu son livre, que l'exposé que vous venez d'entendre ne donne qu'une très faible idée de la richesse de l'ouvrage, qui est une véritable mine d'informations, y compris d'ailleurs le volume sur les hauts grades, que je recommande également à tous les amoureux du rite français. Pierre, je vais vous poser une question qui fait un sujet de polémique souriante entre moi et mes amis du rite français. Vous avez dit que le texte du régulateur avait été fixé en 1785 et dans votre livre, vous publiez la circulaire par laquelle le Grand Orient annonce que le rituel a enfin été rédigé et qui date du 10 juillet 86. Or, il se trouve que la Chambre des grades avait résolu qu'on prêterait serment sur la Bible. Pour les gens de la Grande Loge nationale française, c'est assez important. Je subodore, puisque le régulateur du maçon, y compris le manuscrit de 1786, fait prêter serment sur les statuts généraux de l'ordre, que le rédacteur a profité du fait que la commission ne se réunissait plus. Et que 1786 est un tout petit peu plus loin que 1785. Il n'aurait peut-être pas osé faire ça en 1785. C'est une hypothèse. L'autre versant de la question, c'est que le recueil, je vais vous donner le titre exact, le recueil des 3 premiers grades de la franc-maçonnerie daté de 1788, qui est un imprimé, est en quelque sorte l'autre régulateur du maçon, résultant lui aussi des travaux de la Chambre des grades du Grand Orient. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci de ces questions, mon cher Gilles. Alors, je vais répondre d'abord à la seconde question. Donc, ce texte très intéressant, les 3 grades d'un vénérable maître, qui est publié en 1788, c'est un texte, finalement, quand on le regarde, il y a beaucoup de passages qui sont similaires, exactement similaires au régulateur du maçon. Alors, mon ami décédé depuis longtemps, André Berthet, qui l'avait acheté et qui me l'avait soumis, était persuadé que c'était une des sources du régulateur du maçon. Il dit, regarde, il y a les mêmes textes, etc. Et en fait, c'est pas une des sources. C'est en fait une loge qui a reçu le régulateur du maçon, mais qui a trouvé que c'était trop sobre, et qui donc l'a enrichi. Donc ils ont gardé le texte du régulateur pour un certain nombre de choses, et ils l'ont enrichi. Alors je pense d'ailleurs, et c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est d'ailleurs la doctrine du Grand Orient, c'est que ce sont des rituels de référence, mais ils ne s'imposent pas aux loges, c'est dit d'ailleurs dans plusieurs correspondances, et donc les loges avaient cette base du régulateur du maçon, certaines l'utilisaient telle quelle, et certaines autres l'enrichissaient. Par exemple, il y a probablement effectivement de nombreuses loges qui tenaient à la Bible et qui l'ont probablement utilisée. Alors comme vous le remarquez à juste titre, c'est une vraie question et il n'y a pas de Bible dans le régulateur du maçon. Alors par exemple, il y en a dans le corps complet, il y en a effectivement dans les débats, et ça veut dire que dans la dernière version, alors ils vont changer des choses jusqu'à la fin. Par exemple, au moment où le vote se fait, il y a un frère qui dit, oui, mais alors on demande au tuileur si la loge est couverte extérieurement, mais il faudrait lui demander aussi si elle est intérieurement. Si tout le monde est maçon, alors on dit, oh, bah, c'est pas une mauvaise idée, on rajoute 1 heure avant le vote. Et donc il y a eu des changements jusqu'à la fin. Et alors maintenant, il y a dans le Grand Orient de cette fin du XVIIIe siècle, il y a manifestement 2 courants. Alors on le voit pour le régulateur, mais on le voit pour d'autres choses. Je l'avais bien vu aussi pour les hauts grades. Il y a 2 courants. Il y a un courant qui est issu de la vieille maçonnerie parisienne, des gens comme Gerbier, des gens comme Carbonel, enfin voilà. Et puis
et qui, eux, sont des maçons, j'allais dire, un peu traditionnalistes, des maçons traditionnels des années 160 en France, et qui, eux, sont dans une ambiance religieuse. Pierre Chevalier les a un peu analysés, explique qu'ils étaient tous catholiques, etc., etc. Et puis il y a un deuxième courant, et c'est un courant des Lumières. Et on le voit dans l'histoire du Grand Chapitre, et le grand représentant de ce courant des Lumières, c'est Retier de Montalot. Alors, il y a encore quelques années, on ne savait pas grand-chose sur Retier de Montalot. On avait son portrait, on avait 2-3 trucs, il y avait eu un petit mémoire, etc. Maintenant, on sait tout de lui, puisqu'il y a quelqu'un qui a passé 10 ans de sa vie à l'étudier, qui sait même combien de sucre il prenait dans son café, et s'il préférait les roses ou les glaïeuls. Et donc, on sait exactement qui il est, et on sait d'ailleurs quelle est sa sensibilité philosophique. C'est un homme des Lumières. C'est un homme qui va être assez avant dans la Révolution. C'est probablement un des dignitaires du Grand Orient qui ira le plus loin. Alors, c'est un poste technique, mais il reste en place. Il est encore haut fonctionnaire sous le gouvernement de Robespierre, dans un régime un peu viril. Il n'y a pas de postes qui n'ont pas une dimension politique. Donc, il a été un montagnard. Je dirais, il était à la droite de Robespierre. Enfin, à la droite de Robespierre, ça fait quand même assez à gauche. Hein. Et donc, Retier de Montalot, lui, c'est un homme des Lumières. Et on le voit dans le régulateur pour le symbolique, on le voit encore plus pour les hauts grades. On est à la fois fidèle à l'enseignement symbolique, mais on l'émancipe de toute référence religieuse ostensible. Et c'est très clair qu'il n'y a pas de Bible dans le régulateur. Voilà. Donc, ça, ce point-là est très clair. Ça s'explique par la personnalité de Retier de Montalot et puis d'un certain nombre d'autres. Il n'était probablement pas le seul, mais il y avait vraiment ces deux courants dans le Grand Orient de cette époque. Et puis quand le régulateur, vous savez, on a, alors, c'est plus une réflexion personnelle. Moi, quand j'ai découvert le régulateur, j'étais un jeune maçon, j'avais lu René Guénon, j'étais traditionnaliste. On discutait ensemble pendant des heures en revenant des cours de l'école pratique des hautes études. Et pour moi, c'était le diamant le plus pur de la maçonnerie essentielle du XVIIIe siècle, etc., etc. Bon, on vieillit, on perd ses illusions. Donc finalement, le régulateur, c'est un texte intermédiaire. Il y a beaucoup de choses qu'annonce le XIXe siècle. Alors, je n'ai pas pu tout dire, mais par exemple, il commence à y avoir des commentaires moraux sur les différentes phases de l'épreuve de l'initiation. Ça, il n'y a pas au XVIIIe siècle. En revanche, au XIXe siècle, il y aura des tartines et des tartines sur le premier voyage veut dire ça, etc., etc. Et donc, ce régulateur, c'est un texte qui annonce aussi un peu en partie le XIXe siècle et qui est un texte qui est déjà pas mal sécularisé. Et ça oui. Et puis, par exemple, alors on parle avec émotion de Lalande, de Retier de Montalot, etc. Mais il pratiquait une maçonnerie, qui était très détachée des sources religieuses. Quand vous voyez, par exemple, les textes de Louis-Sébastien Mercier qu'on avait présentés à la Bibliothèque nationale, c'est d'un anticléricalisme. On a l'impression de dire un truc du petit père Comte sur la Troisième République. Donc, il y a quand même, et c'est la même chose sous l'Empire. On a oublié à quel point l'Empire est anticlérical, etc. Et donc, c'est quelque chose qui apparaît avec les Lumières, qui va se maintenir en France au XIXe siècle, qui va un peu s'estomper, qui va ressurgir sur la République. Il y a un courant quand même, un courant voltairien en fait. Un courant voltairien qui a deux ennemis, l'athéisme d'un côté, mais de l'autre côté, le fanatisme de la superstition. Et le fanatisme de la superstition, c'est les religions réveillées, donc c'est la Bible. Et donc ça explique probablement cette absence de la Bible du régulateur. Est-ce qu'on a une idée du nom du rédacteur de 1786 Alors, moi, mon sentiment, c'est que le texte, pour l'essentiel, il est de la plume de Retier de Montalot. Alors, on n'en a pas la preuve, mais quand on voit ces procès-verbaux, etc., c'est toujours lui qui ramasse les papiers, c'est qui dit, mais écoutez, vous dérangez pas, je vais faire la synthèse, je vais voir, notre frère Retier nous propose un texte, alors il lit son texte, tout le monde dit, c'est très bien. Alors, en même temps, c'est assez curieux parce qu'il estompe la dimension biblique, enfin, il l'estompe ce qui était ostensible, parce qu'il ne change pas les symboles, l'instruction est la même, etc., et en même temps, à un moment, dans une des légendes que je ne préciserai pas ici, il est question de la construction du temple de Salomon, et le rituel qu'ils ont dit, il y a 3000 ouvriers. Puis il y en a un autre qui se dit, mais est-ce que c'est vraiment 3000 ? Alors Retier dit, je vais aller voir dans la Bible. Donc en fait, il allait quand même voir, etc. Mais donc il y avait ce souci. Puis sinon, il y a la grande Bible du rite français, on le sait,
Ça n'arrivera pas aujourd'hui, tout le monde sait que les vestiaires des obédiences maçonniques sont des lieux d'une sécurité égale à celle des banques suisses, mais donc il se trouve qu'on vole la Bible du chapitre de Retier de Montalot, alors on dit, bah zut, c'est le frère un tel qui l'a prêté, il faut racheter une, et donc on sait qu'ils ont racheté une Bible, alors pour le chapitre, mais c'était pour faire des figures, et c'est la Bible de Royaumont, donc il y a... il y a cette chose curieuse ils sont toujours enracinés dans le corpus symbolique biblique, mais parce que c'est le corpus symbolique de la maçonnerie, tout simplement. Mais en revanche, dans le rituel, on estompe les formules trop ostensiblement religieuses. Alors, pour répondre à la question, moi, mon sentiment intime, c'est qu'à 95%, le texte est de la main de Retier de Montalot. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ? On vous passe le micro. Jean-François Blandel. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de tout cet éclairage que vous avez donné. J'ai plusieurs petites questions à poser. Tout d'abord, vous avez parlé des divulgations, la plus ancienne étant celle du lieutenant de police Hérault, puis celle de lieutenant de police Hérault, pardon, et celle de Perrault, de l'abbé Perrault. Celle de l'abbé Perrault, donc, qui date de 1742-44, à un moment donné, il dit, finalement, il parle des 3 degrés, mais il dit finalement, il y a des écossoirs qui se disent supérieurs aux maîtres et qui ne veulent absolument pas que les maîtres entrent dans leur sénat, comment ça voulait dire ça. Alors je me pose la question, d'où viennent, vous avez effectivement parlé de l'arrivée de cet éclairage maçonnique venant des modernes, donc de la Grande Loge de Londres, de 1717, d'où pouvaient venir ces écossoirs dont parle l'abbé Perrault. C'est une question simple, hein. Oui, mais alors, c'est un autre courant. Alors, non, je voulais poser également une autre question. Alors, concernant le régulateur, dans l'introduction, un rédacteur dit, à propos de... nous recevrons des maîtres des métiers à condition qu'ils appartiennent à des villes jurées, mais nous ne recevrons jamais les ouvriers appelés compagnons des arts et métiers. Voilà. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que quelques années après, donc, on voit apparaître ces compagnons, ces membres du compagnonnage, on les voit apparaître, on les voit se faire recevoir au Grand Orient, le plus connu étant Agricole Perdiguier, donc dans les années 1840. À quel moment donc le Grand Orient a-t-il changé d'optique concernant leur réception? Alors, sur la deuxième question, c'est effectivement dans le règlement. Est-ce que c'était suivi? Malheureusement, les règlements des obédiences ne sont pas toujours scrupuleusement suivis par les loges et par les frères. Et par exemple, alors, c'est vrai que peut-être qu'effectivement il y avait un refus de recevoir des compagnons, une sorte de ségrégation sociale, mais en revanche, beaucoup de ces maçons actifs étaient des maîtres des métiers pénis, par exemple, étaient maîtres plumassiers, d'autres maîtres tabletiers, etc. Donc ils avaient dû quand même passer par un parcours un peu de confrérie ou de communauté de métiers. Alors là, le premier témoignage d'un compagnon en maçonnerie, où c'est absolument ostensible, on l'avait publié avec Jean-Michel Matonnière dans les années, il y a une vingtaine d'années. J'étais tombé dans les archives du Grand Orient sur une lettre très singulière de 1828, donc bien avant Agricole Perdiguier, d'un compagnon qui était à Toulouse et qui écrivait à Montpellier, un autre compagnon qui lui disait: mon cher Cottry, j'aurais besoin que tu me rendes un service, je suis à Toulouse et je dois aller à la loge des francs-maçons, mais j'ai oublié mon diplôme, est-ce que tu pourrais aller à la loge des francs-maçons et leur demander le diplôme qu'ils m'avaient fait, etc. Donc c'est une lettre compagnonique, mais qui montre que ce frère était aussi maçon. Donc
au-delà de ce témoignage particulier, l'arrivée massive des compagnons dans la maçonnerie, c'est l'époque romantique, hein, c'est George Sand, etc. C'est cet grand enthousiasme romantique de fusionnel. Alors maintenant, au XVIIIe siècle, je pense qu'il y en a eu. Il y en a eu, mais c'est vrai que cette phrase est un peu difficile à interpréter. Alors ça, c'était sur le premier plan. Maintenant, sur le problème des Écossais, donc des hauts grades, puisque les Écossais, c'est le début des hauts grades, je vous renverrai au prochain numéro de Renaissance traditionnelle, qui est entièrement consacré aux origines des premiers grades d'Écossais, alors qui prend un peu de retard, parce que l'un des grands articles, l'auteur me téléphone toutes les semaines en me disant « j'ai encore trouvé des choses, j'ai encore besoin d'une semaine », donc là, ça fait la 3e fois, donc il va falloir qu'il s'arrête. Mais donc on va publier un très gros numéro sur les origines des grades d'Écossais. Alors on peut en dire 2 mots quand même. Il y avait une théorie classique qui était d'ailleurs partagée par les Anglais et les Français, qui était de dire, grosso modo, la vraie maçonnerie, c'est les 3 premiers grades. Et puis, il y a un truc au-dessus pour les gens qui n'ont pas tout compris, qui sont au mieux un heureux complément, au pire des rubans supplémentaires qui ne devraient pas être, c'était les hauts grades. Et ça, c'était à la fois la doctrine des Anglais et celle d'ailleurs du Grand Orient, etc. Mais, et donc, oui, les Anglais disaient, c'est une création française. On dit que les hauts grades étaient certainement de création française. Et donc, et il faut dire qu'ils se sont beaucoup développés en France au XVIIIe siècle. Maintenant, il est à peu près certain que le premier haut grade, donc le grade de maître écossais, est d'origine anglaise. Et il est aussi à peu près certain qu'il apparaît très vite dans le sillage de la première maçonnerie spéculative. Et donc son thème qu'on va retrouver dans tous les systèmes, qui est le thème d'un secret perdu et retrouvé, qui est le thème de l'Arc royal finalement, eh bien il va arriver très vite sur le continent. Vous savez qu'on a la chance d'avoir dans les collections du Grand Orient le registre de la loge écossaise de Berlin, qui est une loge écossaise en 1742, donc c'est très très tôt. Et puis, ces hauts grades vont se développer, se multiplier. Alors, est-ce que c'est un courant différent ? À l'origine, non, parce que ça apparaît dans le sillage de la première grande loge en Angleterre, les grades de Scott Master, de maître écossais. Alors, en revanche, c'est vrai que ces grades vont offrir un support à tous les maçons qui rêvent d'ésotérisme, de théosophie, d'idéal chevaleresque, d'alchimie, etc. Ils vont un peu le réceptacle de ça, de cette face cachée du siècle des Lumières. Voilà. Mais je pense qu'ils ont la même origine. Et d'ailleurs, quand on voit tout l'enrichissement, quand on regarde un peu les catéchismes maçonniques écossais de la fin du XVIIe et quand on regarde la maçonnerie disséquée, il y a quand même eu un grand ajout symbolique. Et donc, finalement, ça s'est prolongé. Alors d'ailleurs, la théorie de René Guilly, qui me paraît une piste intéressante, c'était que finalement, quand la maçonnerie est devenue spéculative, elle a eu besoin d'enrichir son corpus symbolique, elle est passée de 2 à 3 grades, et il y a eu plusieurs projets de 3e grade. Et lui, son idée, mais avec les éléments dont il avait à l'époque, et on en a plus maintenant, c'est que finalement, il y avait dans les différents projets de 3e grade, un qui avait été pris comme le standard, et puis les autres, comme les maçons, ils aiment les grades, ils n'avaient pas été abandonnés, ils avaient été expulsés vers le haut, en quelque sorte. Hein. Il y a plusieurs projets, VHS, V2000, etc. Et puis on garde VHS, mais V2000 passe au-dessus et devient le premier haut grade. Voilà un peu les origines des Écossais, telles qu'on peut le voir aujourd'hui. Mais je vous renvoie au numéro qui va finir par sortir sur les origines du maître écossais. Je vais l'acquérir dès qu'il va... Une question, Pierre. Merci, Pierre, pour votre exposé. J'avais une question sur l'iconographie. C'est-à-dire qu'on a, dans les parties manuscrites, on n'a pas d'image. On a dans le 1800, 1803, quelques images. Mais on se pose une question sur les tapis de loge. Et on voit des tapis de loge qui ont été des divulgations, justement, 1745, des choses comme ça. On a quelque chose qui sont dans des manuscrits. Il faut attendre beaucoup plus tard, notamment les tuileurs, pour avoir quelques divulgations, mais ce n'est pas forcément du français. Donc, est-ce que vous avez des éléments concernant justement l'iconographie sur les tapis de loge ? Alors, c'est un sujet passionnant. Ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que les fameuses planches de régulateurs, en fait, elles n'ont probablement pas de lien avec le régulateur. C'est l'éditeur qui a voulu illustrer sa divulgation, enfin son bouquin, et qui a fait faire ces planches qui sont d'ailleurs pas vraiment des tableaux. Voilà. Donc, et d'ailleurs, elles sont amovibles. Elles sont pas dans le texte. Alors j'ai étudié tout ça en détail.
a priori, elles semblent avoir été mises avec le premier tirage. Et puis ensuite, on ne les trouve plus, mais elles ne sont pas consubstantielles du régulateur. Finalement, c'est des illustrations. Même les autres qui font plus tableau de loge. Alors les tableaux de loge, on les connaît par l'ordre des francs-maçons trahis. Hein, c'est la première fois qu'on publie des tableaux de loge, et ces tableaux de loge vont devenir des standards. Alors, est-ce qu'ils révélaient un usage qui était déjà général, ou est-ce qu'il y avait un usage un peu varié, et puis qu'ils ont fixé un standard qui a été réutilisé? Moi, j'aurais plutôt tendance à pencher pour cette deuxième solution. Donc, le tableau de loge standard du rite français ou de la maçonnerie du XVIIIe siècle, c'est celui de l'ordre des francs-maçons trahis qui va être réimprimé. Enfin, on en trouve de très nombreuses attestations. Et je vous engage, pour faire une petite plage de publicité, actuellement au Musée de la franc-maçonnerie, nous avons une belle exposition sur le régime écossais rectifié, qui a beaucoup de points en commun avec le rite français. Et donc, on a retrouvé, de façon presque providentielle, le tableau d'une loge du RER des années 1780. Donc, c'est le seul, enfin, à ma connaissance, en France, en tout cas en Belgique, il y a quelques attestations, mais ce tableau de la loge l'Union de Salins-les-Bains, une petite loge du Jura, c'est un tableau des années 1780. Alors c'est une toile peinte qui fait, je sais pas, 80 cm sur 1,20 m. C'est à ma connaissance le seul tableau de loge objet du XVIIIe siècle que l'on connaisse en France. Et d'ailleurs, bien que ce soit un tableau du rectifié, c'est un tableau de loge du rite des modernes, classique. Et donc, on voit bien qu'il suit le modèle de l'ordre des francs-maçons trahis. Y a-t-il encore des questions? Oui. Bonsoir, je vous remercie pour cette conférence de très bonne qualité et aussi de nous expliquer, disons, le rite français. Il y a 40 ans, j'ai fait un travail, c'était compagnonnage, franc-maçonnerie, société d'hier dans le monde de demain. Donc j'ai développé le rite français ainsi que les autres rites dans toute obédience confondue. Parce que premièrement, je n'étais pas initié, comme on appelle en franc-maçonnerie, spéculatif. Je sortais du monde opératif et le monde opératif m'a appris la maçonnerie comme elle était il y a 200 ans, 300 ans et plus. Avant qu'on trouve les 3 grades, apprenti, compagnon et maître, il y avait d'autres grades. Sociétaire, qui pouvait faire partie d'une société. Aspirant, qui pouvait aspirer à être, et le grade de compagnon. Je vais même aller plus, disons, dans la recherche vitriole pour comprendre ce qu'il y avait avant encore. Il y avait avant l'apprenti, l'architecte et le maître. Le maître, c'est juste celui qui avait la connaissance de faire les plans avant qu'on ait le système métrique. Il travaillait sur la pine, sur la projection de l'être humain vers l'être divin. Le pouce, la palme, l'empan, la bouteille, le pied. Il y avait lui seul qui savait mesurer et transcrire la mesure qu'il y avait pour la construction du temple de Salomon. Donc c'est important, avant tout peut-être tout ce que vous avez dit ce soir, je dirais c'est magnifique. Comme diraient certains, j'ai gagné mon salaire. Mais avant de gagner son salaire, le mot salaire devient origine du sel, avoir quelque chose qui était utile et nécessaire pour apprendre à évoluer. Donc j'avais fait des recherches il y a 40 ans, et il y a 40 ans, on n'avait pas Internet. Les livres étaient plutôt fermés, les librairies ésotériques et maçonniques, vous n'avez pas. Donc je vous remercie pour votre travail ce soir. Quelle est la question Pour montrer l'évolution de la maçonnerie et savoir aussi comment on pratique la maçonnerie au rite français dans les différentes obédiences. Savoir si tout le monde se pose sur la question, c'est du standard ou différent par rapport aux obédiences. Alors, il y a la question explicite et la question implicite. La question implicite, c'est sur les liens entre le rituel maçonnique, le rite français en l'occurrence, et le compagnonnage. Alors c'est un sujet intéressant, mais très difficile parce qu'en fait, les compagnons au XIXe siècle ont beaucoup emprunté aux maçons.
à tel point d'ailleurs que la première grande fédération compagnonique, l'Union compagnonique, a vraiment beaucoup emprunté au rituel, en l'occurrence du Grand Orient, donc le rite français de la fin du XIXe siècle. Et donc le régulateur, d'une certaine manière, est à la source d'un rituel compagnonique aussi. Et puis il y a ce phénomène tout à fait curieux que je vous signalais dans le grade de compagnon, où dans les années 1780, on le réopérativise, en fait, finalement, on le recharge en éléments de maçonnerie de métier. Hein. Donc voilà un peu le lien entre les rituels compagnoniques et les rituels maçonniques. Alors maintenant, la pratique du rite français dans les obédiences, alors de façon, je vais faire une sorte d'abrégé, mais c'est vrai que c'est intéressant. Donc le rite français, la maçonnerie, si vous voulez, là encore, les rites sont très dépendants de l'histoire de la franc-maçonnerie et des obédiences. Sans rentrer dans les détails et même sans être très averti de l'histoire maçonnique, vous savez qu'au XIXe siècle, la franc-maçonnerie française va de plus en plus s'impliquer dans les questions de société et va devenir une sorte de base arrière du courant libéral puis républicain. Et donc eh bien, va moins s'intéresser aux rituels, va les alléger, les séculariser, et il faut bien le dire, un peu les massacrer. Et donc, à la fin du XIXe siècle, il y a une sorte de sursaut d'un frère, notamment, qui s'appelle Oswald Wirth, qui est membre du Grand Orient, qui va participer au grand débat de 1882 sur la réécriture du rituel, qui va perdre, et qui donc va quitter le Grand Orient et va rejoindre une petite obédience qui s'appelle la Grande Loge symbolique écossaise. Mais alors le problème, c'est qu'elle ne travaille pas au rite français, elle travaille au rite écossais ancien accepté, un rite écossais ancien accepté qui avait été aussi sécularisé, aussi massacré que le rite français. Mais Oswald Wirth va vouloir lui redonner ses lettres de noblesse initiatique et va finalement recharger le rite écossais ancien accepté dans ses grades symboliques. C'est plus facile, c'est une petite structure, il est plus libre, etc. Et du coup, aux yeux des frères intéressés par l'initiation et les questions symboliques, le rite écossais dans ses grades symboliques va apparaître comme un rite plus initiatique que le rite français. C'est finalement un produit d'histoire, parce que quand on regarde les deux grands textes de référence, d'un côté le régulateur du maçon et de l'autre côté le guide des maçons écossais, bon, l'organisation symbolique n'est pas exactement la même, elle est même un peu différente, mais il n'y en a pas un qui est plus symbolique que l'autre, c'est simplement une organisation différente des symboles, etc. Et donc, à la fin du XIXe siècle, comme le rite français, le rite de l'immense majorité des maçons, il va être soumis aux aspirations, à l'idéologie, aux rêves de cette majorité des maçons, et donc va un peu perdre son côté symbolique. Le rite écossais, qui est un rite minoritaire, va être là où vont se réfugier en quelque sorte les maçons symboliques, ce qui va faire que dans l'imaginaire maçonnique français, on va associer le rite français plutôt à quelque chose de sociétal et le rite écossais plutôt à quelque chose d'initiatique. Alors ce mouvement va se prolonger au XXe siècle, et puis Oswald Wirth va lancer cette fameuse revue Le Symbolisme en 1912, qui est tout un programme, et va participer à ce véritable symbolic revival de la maçonnerie française. Et ce symbolic revival de la maçonnerie française, il va se faire en partie sur le rite écossais ancien accepté, il va se faire avec le réveil du rite écossais rectifié, et voilà. Et puis en 1951 est initié au Grand Orient de France un frère qui s'appelle René Guilly, qui a déjà tout un parcours derrière lui, qui est en quête spirituelle, et qui est initié dans une loge du Grand Orient qui s'appelle la Clémente Amitié. Alors, comme tous les jeunes frères, il est plein de zèle, et il est plein de zèle pour le Grand Orient. Et puis, il se trouve que c'est un historien de l'art, et d'ailleurs, il va devenir conservateur du musée et professeur de restauration à l'école du Louvre, et donc il s'intéresse aux sources anciennes. Et puis, il a un peu l'esprit de contradiction, il faut bien le dire aussi, et ça l'énerve qu'on dise que le rite écossais est plus symbolique que le rite français. Et donc, il va entreprendre tout un travail, et il va s'apercevoir, en recherchant des documents qui existent, le régulateur du maçon, qu'effectivement, à l'origine, le rite français, il est ni plus ni moins, il est autant symbolique que les autres rites. Et donc, à la Clémente Amitié, il va d'abord réinstaurer un certain nombre d'usages plus classiques. Alors, il faut dire que c'était un peu dans l'esprit du temps, parce que déjà, quand le Grand Orient avait refait son rituel en 1938 avec Arthur Groussier, il avait réintégré dans le rituel des éléments symboliques qui avaient été estompés par la grande réécriture positiviste de la fin du XIXe siècle, celle de Louis Amiable. Donc, Groussier, déjà en 1938, il réintroduit des éléments symboliques et il redécouvre le régulateur, qui est publié d'ailleurs dans le bulletin du Grand Orient. Mais René Guilly veut aller plus loin, il va avoir tout un cheminement. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que vous pourriez me dire, il veut refaire le rite français comme autrefois, pourquoi il ne prend pas le régulateur ?
Parce qu'il a lu le régulateur et qu'il trouve que finalement, c'est pas si différent de ça que du rite français des années 1950, parce que ça a été très sécularisé. Et donc, il va constituer ce qu'il appelle le rite moderne français rétabli, parce que, alors, René Guilly, c'est un disciple de Marius Lepage, de Johannis Corneloup, etc. Et puis c'est un érudit, c'est un intellectuel de profession. Donc c'est Marius Lepage qui lui dit, regarde ce que font les Anglais. Donc il va tomber sur les travaux des accusés, il va tomber sur ce livre extraordinaire qui s'appelle les Early Masonic Catechism, et il va dire, le régulateur, c'est déjà mieux que ce qu'on fait, mais il y a encore mieux, il faut revenir au XVIIIe siècle, et il va donc refaire un rite français comme il l'imaginait au XVIIIe siècle. Il va l'appeler le rite moderne français rétabli. Rite moderne parce que c'est le rite des modernes, français parce que c'est la version française, et rétabli parce que c'est une reconstitution. Alors ce rite moderne français rétabli va connaître d'abord un succès d'estime au Grand Orient, il va se diffuser un peu au Grand Orient, pas mal même, et puis en 1963, René Guilly va découvrir la Grande Loge symbolique et tradition, enfin la Grande Loge nationale française Opéra, donc la GLTSO, et donc il va découvrir le rectifier, il va s'affilier à la GLTSO, et puis il va continuer, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, on est des initiés, mais on est aussi des hommes de notre temps, et on est un peu ce qu'on est dans la vie, et comme il était restaurateur, au fur et à mesure de ses découvertes, il va changer son rite français traditionnel, et pour ceux qui l'ont connu, on disait à René, alors c'est quoi la dernière version de la tradition? Parce qu'effectivement, mais c'était un souci louable, c'est comme un restaurateur de mosaïque, il fait un truc, puis il retrouve un bout, il enlève le mauvais bout qu'il avait fait, il remet le bout authentique. Et donc, voilà. Alors, René Guilly, il réveille le rite français dans une version traditionnelle, il fait un rituel, ce rituel est pratiqué au Grand Orient, il est pratiqué à la Grande Loge symbolique Opéra, et puis, il faut dire quand même que c'était une forte personnalité, on ne me démentira pas sur ma gauche, et donc, il s'engueule. Il a une controverse avec les frères d'Opéra à l'occasion de l'initiation de quelqu'un, alors peut-être pas les plus jeunes, que vous avez connu, qui était Louis Powell, l'animateur de Planète. Alors, donc il claque la porte d'Opéra et il crée la Loge nationale française. Et donc, lui, il venait de la GLNF Opéra, et donc il dit, oui, mais c'est une loge nationale, mais elle n'a pas à être grande, d'ailleurs on n'est pas grand, on est un petit mouvement, et donc il va redévelopper, donc c'est la troisième obédience qui va pratiquer le rite français traditionnel. Et puis, c'était un maître, mais les maîtres, c'est pas toujours facile à suivre. En tout cas, au bout de certain nombre d'années, il y en a qui ont du mal à suivre. Et en 1979, il y en a qui vont claquer la porte et qui vont rejoindre la GLNF, pas Opéra du tout, donc la GLNF. Et donc, c'est l'arrivée du rite français avec des disciples de René Guilly, Edmond Mazet, Roger Girard, etc., et qui vont créer le rite français traditionnel, enfin le rite français à la GLNF. Alors, on m'a raconté une anecdote, mais comme moi je suis plutôt de l'autre camp, je ne sais pas si elle est bien vraie, donc je vais vous la raconter, vous allez me dire si elle est vraie. René ne disait rien, donc ses disciples disaient, oui, mais quand ils sont passés à la GLNF, on a dit, on va voir si c'est bien, on va les envoyer à Londres. Et Londres aurait répondu, c'est trop chrétien, et les grades symboliques, ça doit être universel. Et donc, on a pratiqué le régulateur du maçon à la GNF et pas le rite français traditionnel. Alors, je ne sais pas si l'anecdote est vraie, mais en tout cas, elle est intéressante parce qu'elle montre bien que le régulateur est un texte, effectivement, qui, quand on le regarde bien, est déjà sur cette position un peu émancipée de ses sources religieuses. Voilà, donc il y a donc du rite français au Grand Orient, c'est sa maison et sa base, à la Grande Loge, qui est maintenant la Grande Loge symbolique et traditionnelle Opéra, à la Loge nationale française, qui est d'ailleurs maintenant les Loges nationales françaises unies, à la GLNF, et puis du coup un peu partout. Et puis, et puis en 1970, le Grand Orient de France a aidé la Grande Loge féminine de France à développer des loges au rite français. Et puis c'est toujours la même chose. L'intérêt du rite français, c'est qu'il a une grande cohérence et qu'il y a des textes de référence. Donc quand on s'intéresse vraiment au truc, on va voir les textes de référence, et dès qu'on commence à pratiquer le rite français, que si on s'intéresse un peu, on va vers le régulateur. Et donc au début, les premières loges féminines françaises à la GLFF, elles pratiquent le rite français dans sa version actuelle du Grand Orient, et puis il y a des sœurs qui s'intéressent à ça, et donc elles pratiquent aussi le rite
le rite français dans une version plus traditionnelle, mais ce qu'il faut bien dire, c'est que le rite français est donc pratiqué maintenant dans toutes les obédiences, mais qu'il y a un seul rite français et que c'est simplement des versions différentes, Et puis, des versions différentes, mais qui d'ailleurs ont quand même des points communs. Moi, il se trouve que ma loge du Grand Orient pratique le rite français du Grand Orient, de référence qu'on donne aux loges quand elles s'ouvrent, etc. Et puis un jour, avec des frères, ils sont venus me voir, ils m'ont dit « Pierre, on est vraiment intéressé par les questions initiatiques, on devrait faire une loge au rite français, mais entre guillemets, le vrai, le rite français, etc. » Donc je leur ai dit « Bon, on va faire une rite français au régulateur. » Mais ils ont été très déçus, parce que finalement, il y a 2-3 trucs de plus que ce que sont faits dans une loge au rite français actuelle du Géo, mais tout ça est très proche. Donc vous voyez, ce rite français, il a vraiment une unité et une cohérence, et sa grande chance, par exemple, par rapport au rite écossais ancien accepté, c'est qu'il y a des textes de référence, et sa deuxième grande chance, c'est que finalement, alors je veux dire quelque chose d'un peu provoquant, mais comme on est un peu tard, ça va réveiller tout le monde, il a une grande cohérence, et surtout, il est fidèle à ses origines. On a un phénomène très curieux. Quand j'ai publié pour la première fois, la première édition de ce régulateur, c'était en 2004, le livre a été épuisé en 3 ou 4 ans. Alors ensuite, il n'a plus été disponible, non pas pour des raisons spéculatives, mais parce que l'éditeur était compliqué, etc. etc. Et ayant bien marché pour le rite français, il m'a dit qu'il faudrait faire un truc sur le rite écossais ancien accepté, c'est le rite le plus pratiqué en France maintenant, etc. etc. Et donc on a publié une magnifique édition du Guide des maçons écossais avec une magnifique préface de Pierre Noël, qui est un maçon très savant, qui a un talent didactique, etc. Et on s'est dit on va faire un tabac. Le rite français, on a fait un tabac, alors là, le rite écossais, etc. Le plouf complet. Pourquoi ? Parce que quand un frère du rite français d'aujourd'hui, il est le régulateur du maçon, il s'aperçoit qu'il est chez lui. Quand un frère du rite écossais ancien accepté d'aujourd'hui, pour les grades symboliques, il lit le guide des maçons écossais, il a l'impression d'un ovni. Parce qu'il y a eu tellement d'évolutions et de modifications qu'en fait, je ne veux pas dire que ça n'a plus rien à voir, mais ce que je disais tout à l'heure en forme un peu espiègle, comme quoi la chose qui ressemble le plus au rite écossais ancien accepté dans ses grades symboliques tels qu'on le pratique aujourd'hui, c'est le régulateur du maçon. Pourquoi ? Parce que le guide des maçons écossais, alors ça nous permet de continuer sur l'histoire des rituels, et puis quand vous aurez faim, vous commencerez à sortir et on s'arrêtera. Donc vous avez le rite français, je l'ai expliqué, c'est la version française du rite de la première grande loge, donc des modernes. Il y a une seconde grande loge en 1751, elle n'a aucune influence en Europe continentale. En revanche, elle a beaucoup d'influence aux États-Unis et en Angleterre. Les modernes, c'est des anciens, combattent, controversent, c'est vraiment très une grosse controverse. Et mais ça, les Européens et les Français, ils ne savent même pas que ça existe et ils restent chez eux. Arrivent en 1804 des frères français, mais qui étaient des Français de Saint-Domingue, des pieds noirs, des colons, qui ont compris en 1804 que ce serait fini et qu'ils n'iraient plus à Saint-Domingue. Mais ces frères de Saint-Domingue, ils étaient en relation assez étroite avec des maçons américains qui, eux, étaient des maçons anciens. Et donc, ils vont apporter à Paris la maçonnerie des anciens. Et donc, pour la première fois en France, en 1804, va être pratiquée la maçonnerie des anciens. Mais ils vont faire un accord avec les Écossais. Alors, vous pourrez me demander ce que c'est que les Écossais quand on ne parle pas des Hauts-Grades. Et donc, ils vont faire le rite écossais ancien accepté, qui est une sorte de mixte entre le rite écossais du XVIIIe siècle est en fait une sorte de variante du rite français, et le rite des anciens. Mais finalement, les éléments qui viennent des anciens, ils sont tellement curieux pour des maçons français que quand le Suprême Conseil de France fera une nouvelle version du rite écossais ancien accepté pour les grades symboliques après son réveil de 1821, j'insiste, eh bien en 1829, ils feront un rituel. Et ils vont enlever tout ce qui leur paraît curieux et abracadabrant qui viennent des anciens. Et finalement, l'obédience qui va pratiquer le plus longtemps le guide des maçons écossais, c'est le Grand Orient. Pourquoi ? Parce que les pieds noirs, ils sont restés au Grand Orient. Et donc, la Triple Unité, le Phénix, toutes ces loges qui venaient de Saint-Domingue, les gars, ils vont mourir vers 1845, 1850. Donc, le guide des maçons écossais va être pratiqué jusqu'à la Révolution de 48. En revanche, et puis donc, finalement, c'était trop bizarre pour les maçons français, et ce qui explique aujourd'hui que quand un frère du rite écossais ancien accepté dans les grades symboliques lit le guide des maçons écossais, il est assez étonné. Et finalement, les grades symboliques du rite écossais ancien accepté n'ont retenu des anciens que la structure de la loge et les mots des 3 grades, mais sinon tout le reste c'est du rite français. Alors,
je dis ça de façon un peu provocante pour voilà, mais ça montre une chose, c'est que les rituels n'ont cessé de s'influencer les uns les autres. Et d'ailleurs, inversement, quand à la fin du 19e siècle ou dans l'entre-deux-guerres, les frères du Grand Orient vont vouloir resymboliser un peu le rite français, ils vont aller piquer des trucs dans le rite écossais. Donc vraiment, l'homme d'un seul rite est comme, enfin le maçon d'un seul rite, il faut être prudent maintenant, le maçon d'un seul rite est comme l'homme d'un seul livre, il est dangereux parce qu'il ne comprend pas la constitution de son corpus et donc il ne comprend pas bien ce qu'il fait. Alors c'est un état qui peut être confortable mais qui n'est pas satisfaisant. S'il n'y a plus de questions, Pierre, nous tenons très sincèrement, frontalement, à te remercier pour ce magnifique exposé. Rappelez qu'il y a un banquet. Rappelez tout simplement qu'il y a un banquet qui permettra de poursuivre cette intéressante et riche conversation. Alors, je sais que certains ont réservé par Internet, mais il reste des places et nous vous convions bien évidemment au premier étage à ce banquet. Merci à tous. Nous vous tiendrons informés de notre prochaine conférence organisée par BP La Rose et je vous souhaite un excellent retour chez vous. Il y a eu des questions quand même. Hein. Ah oui,